Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un modèle console tout d'abord en 2D d'un cylindre infini d'un matériau solide élastique avec une excitation acoustique dans un milieu fluide. Donc pour ça on va prendre l'assistant de modélisation et on va choisir les pré-réglages d'un modèle 2D que console va nous donner. Tout d'abord, il demande quelle physique on va vouloir utiliser. Donc pour notre problème, ça va être un problème de pression acoustique dans le milieu fluide. Donc on va voir le domaine fréquentiel. Donc ça utilise une théorie de FEM. Et pour le matériau élastique, on va utiliser mécanique du solide. Après, on a d'autres choses disponibles, par exemple, il y a là aussi, celle qu'on peut utiliser, c'est la physique Koch, mais en 2D, c'est pas possible. Elle sera disponible qu'en 3D. Donc là, hop, j'ai choisi mes deux physiques et c'est parti. Terminé. Donc là, on voit l'arborescence de console à gauche qu'on va faire du mieux possible de haut en bas. Ici, ça va être les paramètres individuels de chaque menu de l'arborescence. Ici, ça va être notre géométrie. Donc, il faut savoir que dans console, c'est possible de mettre certains paramètres qui vont rester pour toujours et du coup, on peut mettre uniquement, par exemple, si on veut un rayon de 1 mètre, et bien à la place de mettre 1 mètre à chaque fois, et bien on va pouvoir mettre R. Et donc de cette façon-là, ça va permettre de pouvoir gagner du temps. Et comme ça, quand on voudra changer le rayon, on n'aura pas à retourner dans chaque menu individuel, on aura juste à aller dans paramètres et changer la valeur de R ici. Entre crochets, il faut mettre les unités. Donc si je veux faire directement mon rayon en mètres, je mets mètres. En kilomètres, c'est possible aussi. Et comme ça, on voit qu'il lui, il sait qu'un kilomètre, c'est directement 1000 mètres. Etc., etc. Si on oublie de mettre les unités, il peut parfois faire quelques petites erreurs. Donc c'est quelque chose à penser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la géométrie. Donc dans notre cas, on va faire... Donc là, j'ai fait un clic droit. Et on peut dessiner sur le plan ici en 2D ce qu'on veut. Aujourd'hui, ça va être une géométrie simple d'un cercle, par exemple. Donc en faisant un clic droit sur ma géométrie, j'ai un nouveau petit sous-menu qui vient de se créer, cercle, dans lequel je peux régler certains paramètres. Donc là, je peux lui donner un nom par exemple. Je vais lui mettre un nom de cylindre 1 fini. Ça va être notre cible à étudier. Et là, par exemple, ça me met le rayon où je veux que ce soit quoi. Là, je peux mettre directement le paramètre que j'ai rentré tout à l'heure, R. Et ensuite, si je fais, pour visualiser ce que je viens de construire, je dois tout le temps lui demander de faire le petit calcul. Donc si je fais construire jusqu'à la sélection, ça va me calculer dans la section géométrie jusqu'à l'arborescence cylindre. Ça va s'arrêter ici. C'est-à-dire que si j'ai d'autres sous-menus en dessous de la section dans laquelle j'ai sélectionné, ça ne va pas faire le calcul, ça va s'arrêter ici. Et si je fais construire tous les objets, ça va me construire tous les objets de la géométrie. Donc peu importe. On voit un cercle qui vient d'apparaître. Ici, c'est pour choisir si je veux la moitié ou tous les angles. Donc là, je veux un cercle en entier. Là, donc là, c'est l'axe des X. Là, c'est l'axe des Y. Je peux lui demander de le positionner à une position bien particulière.
Moi je vais rester en 0, 0 parce que au centre c'est plus simple, mais je peux très bien lui demander de le décaler. Donc là on voit qu'il est un petit peu décalé sur l'axe X, mais je vais laisser en 0, 0. Ici, c'est si je veux faire une couche dans ce cercle-là, un deuxième cercle. Ici, pour mon cercle, j'en ai pas besoin, mais pour la PML, on va voir que je vais en avoir besoin. Donc voilà mon cercle. Et donc en fait, comme c'est un plan 2D, on va considérer qu'il est infini parce qu'on va considérer qu'il va venir vers nous, là, dans le plan vers nous, et dans le plan dans l'ordinateur. Donc en fait, ça va être comme si ça va être un cylindre infini. L'étude, il va le voir ça comme un cylindre de longueur infinie parce que les propriétés vont être les mêmes pour ce plan-ci et pour l'infinité des plans hors de l'écran. Donc mon cylindre ici, il faut que je le mette dans un milieu fluide. Nous, on va considérer qu'il va être dans de l'eau, mais ça va se régler après dans les matériaux. Ça peut être dans de l'air ou un fluide avec des propriétés bien particulières qui peuvent être choisies par l'utilisateur. Nous, ici, on va faire du coup un cercle autour de notre cylindre pour définir le milieu dans lequel on veut que ce soit. Donc je vais marquer mon cercle, je vais l'appeler PML. Non, je vais l'appeler domaine fluide. C'est juste pour l'utilisateur, hein. Le label, ça n'a aucune importance. Et je vais lui mettre un rayon que je vais mettre dans les paramètres. Comme ça, chaque fois que je voudrais ajuster mon domaine fluide, j'aurai juste à aller dans les paramètres pour le changer. Donc j'utilise exactement la même dénomination. Et je vais mettre 3 mètres. Là, je vais mettre rayon du domaine fluide. Quand on n'a pas beaucoup de paramètres, c'est pas intéressant de mettre une description, mais après, quand on a une géométrie beaucoup plus complexe, c'est bien de mettre une petite description pour s'y retrouver plus facilement. Et donc là, si je retourne dans ma géométrie, maintenant, il va comprendre c'est quoi RPML parce que je viens de le mettre dans les paramètres. Et en faisant construire jusqu'à la sélection, on peut voir que ça a construit quelque chose. Donc on voit pas très bien ici ce que c'est parce que c'est trop petit. Pour travailler dans le plan de la géométrie, donc pour bouger quelque chose, pour me déplacer, je fais un clic droit, laisser appuyer et puis je bouge ma souris. Et pour voir en entier, c'est ici, comme ça calcule directement toute la géométrie dessinée et ça montre la globalité de la géométrie. Donc ici ma PML, mon milieu fluide, comme je vais faire Perfect Match Layer pour simuler qu'on est dans un domaine infini, je vais la mettre, c'est important qu'elle soit au centre de la géométrie. Je vais en revenir après. Donc je vais laisser une position de 0, 0. Mais si je veux faire un domaine semi-infini, je peux lui demander... qu'est-ce que je vais lui demander? Hop, par exemple, je me mets comme ça. Et ensuite, je peux lui dire que je veux que 180 degrés. Je lui demande de faire la rotation de cet objet pour le retourner. Et voilà, maintenant j'ai un cylindre dans une demi-sphère. Donc ça peut être intéressant par exemple pour faire un milieu semi-infini où la PML serait du coup en sphérique tout autour et puis ici une surface libre par exemple. Mais aujourd'hui, pour simplifier les choses, on va faire un milieu infini. Donc il faut qu'il y ait une PML tout autour de l'objet. Voilà. Ma PML, ce que je vais faire,
c'est que je vais la mettre grâce à l'option couche ici. Comme ça va me faire hop, une petite épaisseur. Donc qu'est-ce que je vais faire comme épaisseur? Je vais mettre RPML divisé par 3, on va voir. Et voilà. Là, je vais demander de faire une couche qui fait un tiers de la globalité du cercle. Voilà, et on voit que ça a changé. Donc elle vient créer une couche à partir de là. Et l'épaisseur qui est en mètres ici, c'est l'épaisseur qui correspond à la distance entre le cercle externe et ma future PML. Donc pour l'instant, COMSOL ne sait pas encore que c'est une PML, on va lui dire après coup. Pour l'instant, pour lui, c'est juste des objets géométriques. Ma géométrie a l'air pas mal pour le moment. Si jamais je veux faire une coque, eh bien, je viens faire une couche soit au cercle cylindre infini, soit je viens faire 2 cercles concentriques et je viens supprimer l'intérieur grâce à... Il y a plein d'options. Différence. En fait, si je veux que ce soit un intérieur vide, si je veux que ça ce soit un intérieur vide, il faut que je lui dise qu'il n'y a rien du tout dedans. Et donc en fait, grâce à cette entité différence, eh bien, il va enlever de la géométrie. Donc là, je lui demande de faire une différence entre ce cercle-là et je viens soustraire, hop, il vient de l'ajouter. On peut voir ces deux, c'est le cercle. Et je viens soustraire ce cercle-là. Et en faisant construire, hop, ça vient d'enlever l'intérieur. Et donc là, ce qu'il va avoir comme sol, aux yeux de console, ça va être un cylindre avec un intérieur vide. Donc ça va être un cylindre parfait. Ça peut être un cylindre parfaitement rigide, puisque de toute manière, il n'y a aucune matière là. Donc il ne peut pas modéliser un quelconque matériau élastique. Donc ça, c'est une possibilité pour modéliser un matériau rigide. Je dis plein de petites possibilités, de petits tips en ce qui concerne la géométrie pour voir d'autres cas, mais nous aujourd'hui on va s'intéresser à un matériau solide, élastique, plein. Donc je vais supprimer ce que je viens de faire pour pouvoir avoir une géométrie à l'intérieur de mon cylindre, parce que je veux que ce soit un matériau solide élastique. Justement, en parlant de ça, on va lui dire les propriétés des matériaux dans l'onglet matériaux. Et là, la petite croix, ça veut dire qu'il ne comprend pas parce qu'il ne sait pas à quoi correspond quelle géométrie. Du coup, il me dit que j'ai pas encore rentré dans le domaine 1 à 6, que j'ai rentré aucune géométrie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soit ajouter un matériau à partir de la bibliothèque console. Donc il y a déjà des matériaux par défaut comme de l'eau, de l'air, de l'aluminium, quelques matériaux. Mais moi je veux exactement mes propriétés, parce que je connais exactement les propriétés de mon matériau. Donc en faisant ajouter un matériau vierge, je peux à ma convenance mettre la masse volumique, la vitesse du son, le module d'ion, le coefficient de Poisson. Donc si je veux un domaine, c'est-à-dire une surface, je clique sur domaine et à ce moment-là je peux choisir une surface. Si je veux une frontière, là ça va me permettre de choisir que des lignes. Mais moi, dans mon cas, je veux dire un matériau pour mon cylindre infini et un matériau pour mon domaine fluide. Donc j'ai choisi des domaines. Là ça m'a choisi tout par défaut. Non, je vais bien faire une différence entre un matériau solide élastique et mon domaine fluide. Donc je peux supprimer toute la sélection ici ou enlever un par un ce que COMSOL a choisi.
Et là, c'est plus rapide de tout enlever. Et ensuite, je resélectionne uniquement ce que je veux. On peut voir qu'il a compris que je parlais bien du domaine numéro 6. C'est l'intérieur de mon cylindre infini. Et donc, je vais lui dire que ça va être, par exemple, de l'aluminium. Donc, là, je rentre les paramètres que je décide. Ça peut être acier, ça peut être tout ce que l'on veut. Donc là, il comprend que c'est des kilogrammes par mètre cube parce qu'il connaît l'unité. Mais si je voulais changer l'unité, j'aurais qu'à mettre entre crochets. La vitesse du son dans l'aluminium, je ne la connais pas. Est-ce que ça va être nécessaire, module Young? Les puissances, c'est avec E9, hein, comme sur Python ou MATLAB. Coefficient de Poisson. C'est bon, il a compris. Et propriété du matériau. Du coup, j'ai dit que c'est un matériau mécanique du solide. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Normalement, il a compris que je voulais de l'aluminium. Donc ici, comme c'est mes propriétés pour l'aluminium, dans l'arborescence matériaux basique, j'ai rempli mes propriétés pour l'aluminium. Donc pour moi, me souvenir que c'est ça, je vais mettre aluminium. C'est bon, il a compris. La petite croix, c'est parce que il manque encore des matériaux, il me semble. Solide. Je comprends pas pourquoi il veut mettre. Il veut absolument connaître une vitesse du son. Là, je vais faire maintenant le matériau pour mon domaine fluide. Donc j'ai choisi mon domaine fluide qui est composé d'eau et ma future PML qui sont les 4 couches là. Donc masolinique de l'eau, vitesse. On va mettre maintenant les
On va, on va définir maintenant au tout début, on avait choisi quelle physique on voulait utiliser. Donc la pression acoustique et la mécanique du solide. Mais COMSOL ne sait pas encore à quelle géométrie il va devoir appliquer telle ou telle physique. Et donc là, on va lui dire, en cliquant sur le plus gros menu pression acoustique, qu'on veut que ce soit uniquement du coup notre domaine fluide. Donc on peut enlever notre sphère, hop, voilà. Donc ce qu'on veut, ça va être le domaine fluide. On peut sélectionner à chaque fois un par un, ou bien ce qu'on peut faire pour gagner du temps, si on a un modèle beaucoup plus complexe, on peut dire dans définition, clic droit, que l'on veut faire un groupe de plusieurs domaines ou de géométrie ou de frontières que l'on va nommer par exemple domaine externe. Et comme ça, on aura un groupe de géométrie déjà ensemble où ça va pouvoir nous faire gagner du temps parce qu'en fait, on vient de créer, nous, on vient de lui dire ça, je veux que ce soit une entité ensemble. Et du coup, par exemple, dans matériaux, on peut choisir maintenant la nouvelle sélection qu'on vient de créer. Et ça change rien, ça va être exactement les mêmes choses que notre sélection manuelle. C'est juste pour gagner du temps si notre modèle est beaucoup plus gros, comme ça on n'a pas à recliquer systématiquement sur tous les petits domaines hauts. Et donc pareil pour pression acoustique, on peut choisir domaine extérieur. Comme ça nous évite de recliquer. Et donc maintenant, COMSOL il sait qu'on veut que ça ce soit avec un calcul de pression acoustique en fait. Donc ici on peut voir à chaque fois les petites équations de la théorie qui se cache derrière chaque physique. On va utiliser la pression de référence de l'eau. Alors c'est juste parce que il peut faire par défaut des calculs de décibels, etc. Du coup, ça change juste la pression de référence. Ici, on lui dit que dans notre PML, on ne veut pas la vitesse de l'air, on veut la vitesse de l'eau. Comme ça, il va mieux comprendre, il va faire un meilleur calcul et il n'y aura pas d'erreur. Et puis, voilà. Donc, cette fameuse PML, il ne sait pas encore où c'est. On lui dit où? On lui dit dans définition, clic droit, et dans, voilà, PML, couche parfaitement adaptée. Ça vient de créer un sous-domaine de définition qui s'appelle domaine artificiel dans lequel il y a la PML. Et c'est ici qu'on va lui dire qu'on veut simuler un domaine parfaitement fini et en fait quand les ondes elles vont arriver comme ça va faire qu'elles vont s'atténuer de plus en plus en plus en plus en plus. Donc on va lui dire ce qu'on veut que ce soit comme PML. Donc nous on veut que ce soit uniquement la couche externe ici. Et comme ça, il a compris que ça c'était une PML. Et donc, dans pression acoustique ici, il va appliquer cette vitesse-là à ce qu'on vient de sélectionner juste avant. Voilà, donc là, il a assez d'informations entre guillemets pour comprendre qu'ici ça va être un domaine haut. Et donc, en ce qui concerne mécanique du solide, il faut aussi lui dire qu'on ne veut pas que ce soit tous les domaines, on veut uniquement notre cercle interne. Donc là, il a compris déjà que le domaine numéro 1, 2, 3 et 4, c'était des PML. Mais nous, on veut uniquement ce cercle-là pour une mécanique du solide. Et donc là, il y a d'autres
il y a d'autres sous-parties de mécanique du solide où on peut appliquer différentes options, différentes conditions frontières, différentes excitations. Donc, mais là, en soi, il a assez pour comprendre que ça, c'est une mécanique du solide. Et ce qui est important de dire pour COMSOL, c'est de faire une multiphysique. C'est quoi une multiphysique? C'est que en fait là, il a des conditions pour le domaine acoustique, là, il a des conditions pour la mécanique du solide, mais il faut lui dire que entre ces deux physiques différentes, à la frontière, on veut faire un lien entre les deux. On veut faire une frontière acoustique-structure, donc par défaut, j'ai fait un clic droit sur multiphysique, et par défaut, il m'a proposé de faire une frontière entre cette physique-là et cette physique-là. Et donc, là, je dois lui dire que je veux que ce soit ici. Et je lui dis géométriquement où va être la frontière entre mes deux physiques. Et donc là, je vérifie bien, c'est entre la physique acoustique et la physique mécanique du solide. Et donc là, normalement, c'est assez pour qu'ils comprennent. Donc ça, c'était l'étape des physiques. Ensuite, il y a l'étape du maillage. Là, en soi, on a un problème physique avec juste un cylindre, un milieu haut, sans excitation, sans... Du coup, si on lance... Donc par défaut, le maillage, il peut se faire tout seul, si on appuie sur construire toute la séquence. Il y a quelques règles pour avoir un bon maillage. Et là, en soi, on a assez pour lancer une première étude. L'étude que je n'ai pas encore dans mon arborescence, il faut que je l'ajoute. Du coup, je fais un clic droit sur mon projet que je n'ai pas encore enregistré et je lui dis que je vais ajouter une étude. Et je vais faire une étude en domaine fréquentiel. Voilà, ça vient de me l'ajouter dans la suite de l'arborescence, juste après maillage. Donc là, ça me propose du coup encore certaines options. Il a compris que je veux faire une étude pour étudier les fréquences et il me demande quelle fréquence. Je peux faire un vecteur comme dans MATLAB avec un range, donc début, start, stop, step. Mais là, je vais faire uniquement une seule fréquence déjà. On va voir 100 Hz. Voilà. Donc là, il a assez d'informations pour faire une première étude. Si je clique sur calculer, couche parfaitement, could not find any Cartesian region. Ah oui. Donc là, il me propose une erreur, une première erreur. J'ai déjà eu à faire cette erreur. C'est quoi? C'est que dans la PML, donc il y a des choses importantes à savoir pour la PML, c'est qu'il faut qu'elle soit au centre de l'objet. Et en fait, si par exemple mon objet est sphérique, eh bien, il faut que la PML ait la même forme que mon objet. Et donc en fait, c'est pour optimiser l'absorption de mon objet. Et donc là, il a compris que c'était un type cartésien, alors que ce n'est pas le cas. C'est bien une géométrie cylindrique de coordonnées 0, 0. Il faut lui dire le centre acoustique de notre objet pour vraiment optimiser l'absorption en fait. Et donc c'était ça mon erreur, c'est qu'il vient de me dire mais la PML elle n'est pas dans un domaine cartésien, hein. L'objet il n'est pas carré, rectangulaire, c'est bien une PML sphérique, oui effectivement. Du coup j'ai changé le type et j'ai mis cylindrique. Donc si je relance mon calcul, normalement il me calcule quelque chose. Là c'était très rapide parce que c'est un maillage grossier et c'est une fréquence très basse.
Et donc là, par défaut, dans résultat, on a quelques petites arborescences de petits graphes déjà préfaits que Console nous offre. On peut voir très bien une cartographie de la pression. Si je fais afficher, est-ce que ça m'affiche quelque chose? Non, évidemment. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'excitation. Je n'ai pas d'excitation. Donc forcément, j'ai pas d'onde acoustique. Mais voilà, il a calculé en fait du rien. C'est normal. Il a mis quelques petits graphes par défaut. Donc une fois qu'on a lancé le calcul, tout ce qu'on va changer en haut, ça ne va pas changer les résultats. Parce que pour changer les résultats, il faudra relancer le calcul. Donc on peut changer à notre convenance l'observation des calculs qu'il vient de faire. Mais si on change un paramètre supérieur, il va falloir relancer l'étude. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est peut-être faire une excitation acoustique, par exemple, par une onde plane, admettons. Donc, par défaut, il a quelques conditions frontières, par exemple des frontières d'acoustique rigide. Il voit qu'il ne peut pas appliquer à toutes les frontières, mais par exemple, si on veut encastrer ou si on veut faire par exemple un mur parfaitement réfléchissant, c'est ici qu'on va devoir lui dire à Console que c'est une frontière acoustique rigide. Si je voulais faire ma surface libre, comme j'avais montré tout à l'heure, admettons pour de l'eau, je viens de cliquer droit sur pression acoustique et je vais demander une nouvelle option de condition frontière. Et ça va être celle-ci, frontière acoustique libre. Et si je clique dessus, après, je peux lui dire où je veux que ce soit ma surface libre. Bon, ici, j'en ai pas besoin parce que j'ai essayé de faire un milieu infini. Mais c'est ici qu'on aurait pu la mettre. Donc, je viens de la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Donc, pour faire une onde plane, je vais cliquer droit et je vais lui demander un champ de pression ambiant. C'est l'onde plane. Je clique dessus et je décide où est-ce que je veux qu'il y ait mon onde plane. Dans tous les domaines, j'ai pas besoin de cliquer vu qu'il va comprendre par défaut que le domaine au centre il ne correspond pas à pression acoustique puisqu'on l'a choisi pour mécanique du solide, et il comprend tout seul que ici la petite couche c'est de la PML, donc il va mettre l'onde plane dans le milieu fluide qui est tout autour de notre cylindre infini. Et donc dans ceci je peux choisir, donc ici je vois la théorie de l'onde plane, je peux choisir, hop, si c'est une onde cylindrique, une onde plane, moi je veux que ce soit une onde plane, je veux qu'elle soit de 1 Pascal, je le mets ici. La vitesse du son définie par l'utilisateur, je peux dire à quelle vitesse je veux que ça aille, mais au cas où je changerais mon domaine fluide et que je ne prendrais pas de l'eau mais de l'air, pour pas oublier de changer ce paramètre, je vais mettre directement à partir du matériau. Comme ça, lui, il va comprendre, il va associer ce domaine-ci au matériau que j'ai choisi ici, qui est de l'eau. Si jamais je change l'eau pour de l'air, je n'aurai pas besoin de recliquer ici. Et ma direction de l'onde, je peux la choisir du coup x égale 1, ça va être une onde plane arrivant des x positifs comme ça. Si je mets x moins 1, ça va être une onde plane qui va arriver comme ça. Et après, je peux mettre des angles, pas arriver comme ça ou comme ça, ou en fonction de y, c'est là aussi. Donc là, il a compris que j'avais une onde plane, donc ça va être l'excitation de notre problème-ci aujourd'hui.
Et je peux aussi mettre une option qui est très pratique dans pression acoustique, qui est de lui demander de calculer le champ lointain. Parce que là, on est en champ très très proche même, ça va être maillé autour de l'objet. Donc on peut observer la pression acoustique directement telle une cartographie autour de l'objet. Mais si je veux le champ lointain et voir ce qui se passe beaucoup plus loin que la pression juste à côté de l'objet, je peux lui demander ça, de le calculer. Ça s'appelle résolution du champ extérieur. À la résolution du champ extérieur, c'est quoi? On va devoir lui définir à partir de où il va extrapoler. Donc en fait, les équations, c'est ça. Et en fait, on peut voir qu'il applique une fonction de Green sur... Il va faire l'intégrale de la surface. Et en fait, la surface, c'est nous qui la choisissons dans la sélection ici. Et donc en fait, il va extrapoler à partir de cette surface pour regarder en champ lointain, très 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 loin du domaine. Donc nous, notre surface, on veut que ce soit quoi? On veut que ce soit l'intérieur de la PML. On veut que ce soit ici. Parce que si on choisit ici, bah, c'est trop près, c'est notre objet. Si on choisit ici, c'est il n'y aura pas de pression acoustique puisque c'est dans la PML, c'est la fin de la PML. La PML, elle atténue la pression acoustique. Donc on va choisir juste avant la PML. Et donc ça va être la frontière à partir duquel il va appliquer cette théorie-là. Ici. Avec la fonction de Green qui est là. Et donc ça va être... Cette information-là va être rentrée dans une variable qui s'appelle pxt. On peut l'appeler n'importe comment, c'est l'utilisateur qui choisit, mais par défaut c'est pxt, donc je vais le laisser comme ça. Et donc ici on peut choisir si on veut que ce soit une approximation de champ lointain pour R tend vers l'infini. Donc là on se défait complètement de la distance, c'est même plus un champ lointain à 10 mètres ou à 100 mètres, c'est R tend vers l'infini. Ou sinon intégrale complète pour choisir une distance mais en champ lointain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans la pression acoustique? Je ne pense pas. Dans la mécanique du solide, je peux également choisir une excitation. Je peux également lui dire des frontières, par exemple. Si c'est je veux que mon cylindre ne bouge pas, je peux lui dire aussi encastrement ou toutes les conditions frontières que je veux. Et si je veux une excitation, par exemple un appui sur mon cylindre comme ça qui bougerait, eh bien je peux lui dire chargement en un point. Dans chargement en un point, ici je choisis par exemple un chargement à cet endroit-ci. Il a compris que je vais mettre une force ponctuelle en ce point-ci et je peux lui choisir la direction de la force et la quantité de ma force en newton. Par exemple, si je veux en X une force qui vient comme ça, qui descend ici, donc ma force elle sera pas suivant X, elle sera suivant Y, sera suivant les Y négatif ou positif, c'est pas grand chose puisque c'est une force harmonique, donc ça va faire comme ça, tout. Donc par exemple moins 1. Et là, moins 1 newton, va y avoir moins 1 newton qui va être appliqué ici et qui va être suivant Y comme ça. Si j'avais choisi ce point-là, ça aurait été intelligent de faire suivant X. Comme ça, j'aurais une force normale à mon cylindre élastique. Donc ça, c'est une des possibilités d'émettre une excitation.
dans notre problème physique. Mais aujourd'hui, on va étudier une onde plane, donc je ne veux pas de chargement en mon point, donc je le supprime. C'était un exemple que je viens de vous montrer. Voilà, donc là, on garde un maillage très grossier pour l'instant et on va voir si notre étude peut être lancée. Donc toujours à 100 Hz, hop, je regarde. Oui, maintenant on peut voir que dans mes résultats, il m'a fait par défaut une petite cartographie de une certaine quantité. Cette quantité-là, c'est P total, donc c'est la pression totale. Pour voir toutes les grandeurs qui sont possibles d'afficher, je clique sur la flèche verte et rouge. Et dans la flèche verte et rouge, je peux choisir des grandeurs de pression acoustique. Par exemple, si je veux la vitesse acoustique, donc là c'est le champ ambiant, donc c'est tout ce qu'on a maillé, donc le domaine fluide. Donc PB, ça va être l'acoustique ambiante, donc ça va être l'onde plane. On peut afficher, donc je peux vous montrer. Hop, l'onde plane. C'est 1 Hz, du coup on voit pas la fréquence, on voit pas, c'est trop grand pour qu'on puisse voir les variations de ventre et de nœud, mais c'est l'onde plane de 1 Hz. Il y a quoi d'autre? Donc dans champ ambiant on a l'onde plane. PS c'est scattering, c'est uniquement la pression diffusée, sans l'onde plane. Donc ça va être comment, voilà, comment elle va être diffusée cette onde plane. Donc là on voit que la pression est diffusée avec un certain schéma et que dans la PML, ça arrive au plus vite possible, ça tend vers 0. Donc là, il y a une plane qui arrive comme ça va se diffracter sur mon cylindre avec un certain schéma en fonction de la direction de mon plane. Et quand ça va atteindre la PML, piou, ça va diminuer en amplitude le plus possible jusqu'à tendre vers 0. Et on peut vérifier si une PML est une bonne PML si elle atténue bien notre pression. Dans ces cas-là, on peut dire que ça tend vers un domaine infini, puisqu'il n'y aura jamais d'onde retour tel un domaine infini. C'est à ça qu'on reconnaît une bonne PML. Et donc, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure sur champ ambiant, c'est par exemple les variables avec un L ici, ça va être en dB, parce qu'il va faire tout seul 20 log 10 de la grandeur sur la référence. Et la référence, ici, c'est l'eau, parce qu'on a mis tout à l'heure, on voulait comme référence l'eau. Et si on veut comme référence l'air, hop, par exemple là, ça va être en dB, ce qu'on observe. Si on veut comme référence l'air, ça va être ici qu'on change, c'est ce qu'on a mis tout à l'heure, c'est pression de référence pour le niveau de pression acoustique. Ici on a choisi l'eau, mais si on voulait que ce soit des dB R avec 20 micropascal, c'est ici. Donc c'est pour ça, c'est à ça que sert cette option. C'est pour les calculs qui fait par défaut. Mais si on fait ça, ou si on fait nous-mêmes 20 log 10 de ça sur la valeur de référence qu'on dessine, ça va être exactement la même chose. La valeur de référence, on a dit, c'était... On veut, nous, de l'eau. Donc c'est 1 micropascal. Là, il me dit que c'est pas correct mon équation. Effectivement, j'ai pas fini de l'écrire. Voilà. Donc qu'on mette 20 log 10 de la grandeur en pascal sur notre valeur de référence, ou qu'on vienne choisir par défaut
cette grandeur en dB, c'est exactement le même résultat. Donc, on a quoi d'autre comme grandeur possible? On a champ extérieur, donc ça va être l'option PX qu'on a vue tout à l'heure, celle-ci, qui est dans l'arborescence pression acoustique, champ de résolution du champ extérieur. Quand on a mis la variable PX, et bien en fait c'était pour pouvoir choisir dans notre arborescence d'expression ici ce qui s'appelle Pxt. C'est ça. Si là on avait mis P extérieur, il y aurait écrit P extérieur. Et donc encore une fois, c'est disponible en dB ou en Pascal. Voilà, donc pour cette arborescence-là, pour cette représentation de résultats-ci. Mais c'est possible aussi de... Donc là, il a encore affiché un autre résultat par défaut. On va regarder ce qu'il vient d'afficher. Il vient d'afficher la pression totale en dB. Voilà, ça fait ça. Donc c'est possible de définir évidemment le titre, manuel, et ça affiche ça ici. Comme ça, après, on peut faire des captures d'écran pour se rappeler. Si on inclut le titre, les légendes, l'axe, on peut enregistrer directement sur l'ordinateur. Donc on peut évidemment mettre les légendes des axes. Plein de possibilités. On peut aussi choisir les niveaux de couleurs. On peut imposer la graduation des couleurs. Je sais plus où c'est. Voilà, c'est la plage de données. Par exemple, si on veut faire, si on s'en fiche un peu de ce qu'il y a dans la PML et qu'on veut remonter pour revoir des meilleures couleurs, on peut choisir nous de mettre par exemple à partir de 70 parce que ça ne nous intéresse pas en dessous. Est-ce que ça va marcher? 105. Bon, après il faut faire un peu. Voilà, là on commence à voir ce qui est intéressant dedans. Parce que dans la PML, on s'en fiche. Notre objectif dans la PML, c'est de ne plus avoir de son. Donc on s'en fiche. Enfin, c'est bien de savoir que c'est atténué, hein, mais c'est pas la donnée utile qui nous intéresse le plus. Là, on observe la pression totale en dB. Ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a dans le milieu haut. Donc en jouant sur la plage de données et des couleurs, j'ai pu voir l'information qui m'intéressait, qui était invisible auparavant. Donc voilà, c'est possible de faire ça. On peut aussi choisir des palettes différentes de couleurs. Moi j'aime bien Wave parce que c'est bleu et rouge avec du blanc au milieu. C'est bien pour, par exemple, les grandeurs où il y a des nœuds et des ventres comme ça, on voit il n'y a pas de pression. Mais là, comme c'est en dB, il n'y a pas besoin. Voilà. Je peux aussi afficher, donc ça, c'est cartographie par défaut que Console il nous offre. On peut décider de notre plein gré de les afficher. En cliquant droit sur résultat, on fait groupe graphique 2D. Si on avait fait un modèle 3D, on aurait fait groupe graphique 3D. Et dans groupe graphique 2D, on peut voir qu'il y a un nouveau onglet qui apparaît, comme ce qui avait été prédéfini par console. Et là, je peux choisir, par exemple, d'afficher mon onde incidente, par exemple. Onde incidente. Onde plane. Voilà. Donc, quand il y a écrit jeu de données étude 1, c'est parce qu'en fait, il y a possibilité de faire plusieurs études en même temps. On peut faire une étude paramétrique en faisant varier un des paramètres. On peut faire une étude de fréquence propre, une étude fréquentielle. Et donc là, on a fait une étude 1, donc il n'y a pas trop de choix en soi que de choisir étude 1. Mais il faut savoir qu'on peut choisir les jeux de données de quel calcul on vient de faire. Si on vient de faire étude 1, étude 2, on peut choisir
de prendre de quelles données on veut. Donc là, c'est quand on fait des calculs sur plusieurs fréquences. Hein. Là, on a décidé de faire que 100 Hz pour le début. Mais voilà, c'est possible de choisir plusieurs fréquences. Là, je dis qu'est-ce que je veux visualiser. Donc par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le domaine haut, parce que je sais que dans la PML, ça va être atténué, donc ça ne m'intéresse pas de voir une visualisation de la PML. Donc voilà. Et ensuite, je choisis une surface qui va être du coup affichée. Et là, donc nous, ce qu'on veut voir, on avait dit l'onde incidente, hein, c'était notre objectif. Donc je vais faire PB, hop, afficher. Et là, ça m'affiche bien la pression ambiante. Donc là, c'est en pascal. Si je veux hop, le module de cette pression en pascal, je fais APS. Il faut savoir que console affiche par défaut, là quand je mets pas APS, ce qu'il affiche par défaut en pascal, c'est évidemment la pression réelle. Il a calculé la pression complexe, mais il ne peut pas l'afficher, puisqu'une pression complexe, on ne peut pas la visualiser. Donc sur les cartographies, ce qui va afficher par défaut, si on ne lui précise pas la valeur absolue, il va afficher la partie réelle. Si je veux voir la pression absolue, j'écris APS de PB. Je sais pas pourquoi ça fait ça. À partir des parents, ça veut dire que dans mon onglet ici, il y a une onde incidente qui prend le jeu de données étude 1 qui est là. Et j'ai fait une sous-catégorie de mon groupe de graphique 2D qui est surface pour lui dire ok, je vais faire un groupe de graphique 2D, mais il faut que je lui te dise de quelle surface je veux. Et je lui ai dit que c'était à partir des parents, donc il va prendre ce qu'il y a le plus au-dessus, le plus proche, donc ça. Donc en soi, on regarde les données de l'étude 1. Ah oui, je sais pourquoi c'est 1. Parce que la valeur absolue d'une onde plane de valeur 1, c'est bien évidemment 1. Donc jusque-là, on est OK, il n'y a pas de problème. Et donc, hop, ça, c'est la partie réelle. Alors, est-ce que je peux voir d'autres choses ? Je peux vous parler de quelque chose pour voir... Ah oui, on avait aussi mis cette condition-là. On peut la visualiser en faisant un groupe de graphique polaire. Dans ce groupe de graphique polaire, si je ne me trompe pas, je vérifie quelque chose. Je lui dis que je veux un diagramme de rayonnement. Ce diagramme de rayonnement va nous permettre de visualiser la pression extérieure au domaine, donc cette résolution du champ extérieur-ci. Donc j'ai choisi un groupe de graphique polaire pour visualiser, comme si on était tout autour de la cible, la pression en champ lointain. Là, c'est la pression en débit du champ lointain. Et donc, je lui dis que je veux visualiser tout autour. Avec, pour notre référence, le 0 qui est X, donc comme ça. Et si je fais afficher, là, je vois... Donc en fait, comme on se souvient, notre onde plane, elle vient suivant
comme ça, il me semble. Alors, je vais regarder grâce à la cartographie, ça va m'aider à comprendre où est-ce qu'on se situe. On a dit qu'on voulait visualiser PS. Enfin, P. En fait, P extérieur, cette option-là, c'est la pression diffractée en champ lointain. Donc, si on se situe en champ proche, ce qu'on va vouloir observer, c'est PS. PS et PX, c'est la même grandeur, à la différence près qu'il y en a un en champ lointain et un en champ proche. Voilà, ça c'est PS. Donc on voit qu'il y a beaucoup, qu'il y a plus de... Ah. On voit que ça rayonne plus vers en rétrodiffusion. Notre son plane, elle vient comme ça. Et ça rayonne plus en rétrodiffusion. Après là, il y a presque pas de pression. Et ensuite, ça rayonne un peu vers l'avant. Donc, la valeur absolue de notre pression diffractée en champ proche, elle ressemble à ça. Et si on veut voir en champ lointain, on peut le visualiser sur le diagramme de rayonnement. En faisant APS de PX. Est-ce que ça marche? Je crois que j'ai mal orthographié, donc je vais vérifier l'orthographe. Ah, c'est PE. Ouais, j'avais mal orthographié. C'est juste .px. Moi j'ai mis un underscore. Voilà. Et donc, j'observe en champ lointain c'est ramené à 1 mètre parce que la distance d'évaluation ici, il y a écrit rayon de 1 mètre. Mais je peux regarder mon champ lointain à 50 mètres par exemple et on va voir que l'amplitude va diminuer parce que forcément plus je m'éloigne, moins c'est fort. Et donc en fait, la distance d'évaluation ici, elle est possible parce que j'ai choisi un champ lointain. Ici dans l'option résolution du champ extérieur, j'ai choisi intégrale complète. Je n'ai pas fait une approximation du champ lointain lorsque R tend vers l'infini. Et du coup, dans mon diagramme de rayonnement, qui est ici, je peux lui dire distance d'évaluation et je peux choisir la distance d'évaluation. Si c'est une petite évaluation, un petit rayon, ça va être la pression en champ lointain ramenée au niveau de 1 mètre. Donc par exemple 100 mètres, voilà, je pense que c'est assez loin. Voilà pour ça. En ce qui concerne l'étude, donc je peux faire un vecteur de plusieurs fréquences pour faire une analyse spectrale. Par exemple, je sais pas, 50 Hz par pas de 10 Hz jusqu'à 1000 Hz. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Voilà, apparemment il a déjà fini de calculer. Et donc en fait maintenant, tous nos résultats,
tous nos paramètres d'affichage des résultats que Console vient de calculer, on peut les appliquer à notre nouveau calcul qu'on vient de lancer avec ce vecteur de fréquence. Et donc en fait, ici, par exemple, si je veux visualiser ma pression diffractée, je peux choisir pour quelle fréquence maintenant, parce que j'ai fait de calcul pour plein de fréquences. Donc tout à l'heure, on avait choisi 100 Hz, donc par défaut, il reste sur 100 Hz. Mais je peux lui dire, et à 1000 Hz, qu'est-ce que ça fait? Je clique sur afficher et on voit des patterns beaucoup plus complexes parce que plus on monte en fréquence, plus il va y avoir des petites interférences, plus les schémas vont être de plus en plus complexes. Et donc, comme on vient de lancer plein de calculs, on peut visualiser pour toutes ces fréquences-là. C'est le vecteur de fréquence qu'on vient de demander de calculer. Et donc, pour le diagramme de rayonnement, c'est la même chose. Tout à l'heure, on lui avait demandé le diagramme de rayonnement pour 100 Hz. Mais là, il vient de m'afficher, comme je n'ai pas précisé la fréquence, et que du coup, sélection du paramètre fréquence, tout. Donc si on regarde dans la liste, il a tout sélectionné en gris, donc de 100 à 1000 Hz. Donc il vient de m'afficher tous les diagrammes de rayonnement de 100 à 1000 Hz. Donc il y en a beaucoup. Mais je peux très bien lui en demander qu'un seul. Je clique sur 1000, afficher. Et là, du coup, ça fait mon petit pattern ici, qui est en lien avec celui-ci. Parce que là, j'observe la même grandeur, la pression diffractée en champ proche, et ici la pression diffractée en champ lointain, avec Pxt. Donc voilà, donc ça c'est quand je vais étudier une fréquence après une fréquence. Mais je peux aussi lui demander de faire un affichage spectral. Comment? Par exemple en faisant un groupe de graphique 1D. Donc je vais mettre... qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander la pression en un point. Donc là, je vais lui demander un graphique sur ligne. On aura un graphique ponctuel plutôt. Graphique ponctuel. Comme ça, je vais lui évaluer la pression en un point de mon domaine pour savoir ponctuellement ce qui se passe. Donc je vais choisir ce point-là. Si j'avais créé dans ma géométrie un point, j'aurais pu très bien le sélectionner. Mais maintenant que mon calcul il est fait, si je rajoute ce point ici, par exemple en 0,5, 0, on voit qu'il apparaît ici. Si je lance à nouveau l'étude, je pourrais le sélectionner dans mon graphique ponctuel. Mais comme je n'ai pas relancé l'étude et que j'ai changé un paramètre dans l'arborescence supérieure à l'étude, le calcul n'a pas été refait puisque je n'ai pas recliqué sur calculer. Donc là, mon graphique ponctuel, je vais choisir un endroit où je veux que ma pression soit étudiée, on va dire ici. Très bien. Et je veux regarder le niveau de la pression totale en dB. OK. Donc l'expression, je la rentre là. Je demande effectivement sur l'axe DX les fréquences. Voilà, je lui demande l'affichage. Et là, on voit que du coup, avec le niveau de pression acoustique en dB, sur l'axe des ordonnées, notre axe des fréquences sur l'axe des abscisses, et on voit du coup les variations de pression au point que j'ai sélectionné. Et ça, je peux faire des graphiques ponctuels, des graphiques sur ligne où je choisis du coup une ligne. Il y a vraiment plein de paramètres d'affichage. Il me semble que c'est en logarithme. Je peux vraiment changer plein de choses. Je ne sais pas encore
du coup limiter les axes manuellement à ma convenance pour voir plus ou moins bien les niveaux de pression. Voilà, je peux changer le nom des axes. Je peux encore une fois faire une capture d'écran si je le désire pour pas oublier ce graphique. Et on peut voir du coup notre pas fréquentiel qui était de 10 Hz il me semble. Dans notre vecteur de fréquence où on a demandé l'étude. Voilà, là on voit quand même que c'est du coup avec un pas fréquentiel voilà, de 10 Hz entre 680 et 690 Hz. On voit qu'il n'y a pas de calcul qui a été fait, donc ça fait comme ça fractionné. Mais quand on regarde de point de vue global, on voit qu'il y a eu assez de points pour pas louper trop d'informations. Voilà. Donc ça, c'est une des possibilités d'afficher un spectre. Une autre des possibilités, c'est de faire groupe de graphique 1D. Et dans le groupe de graphique 1D, je lui demande une évaluation globale. Cette évaluation globale, c'est pour mettre une expression ici, et ça permet donc ici, contrairement, on choisit géographiquement où est-ce qu'on veut le mettre, on clique ici volontairement sur la géométrie, alors que là ça va être via l'expression que je vais lui demander de où est-ce que je veux que mon évaluation se fasse. Pour ça, il y a une expression qui s'appelle subst. Donc si on veut observer la même chose que ici on va observer cette grandeur-là, la pression en dB total. Mais il faut que je lui dise où est-ce que je veux qu'elle soit observée, cette pression. Et donc il y a une commande qui s'appelle subst et qui se décompose de la façon suivante. On met subst, on met la grandeur qui nous intéresse. Ensuite on met x pour la coordonnée en x. Et ensuite on met notre coordonnée en x qui était moins 1,5. On vient mettre y pour lui dire qu'on va mettre la coordonnée en y, c'était sur notre axe 0. Si je prends, donc là elle me dit que c'est pas correct parce qu'effectivement j'ai pas fini d'écrire, mais c'était pour vous montrer que moi en fait je vais lui dire ce point là qui est de coordonnées moins 1,5, 0. Donc là je lui rentre manuellement quoi. Voilà. Et si je voulais une coordonnée en z, si jamais j'avais un modèle 3D, mais ce n'est pas le cas, j'aurais fait z et ma coordonnée en z. Je ne vais pas le mettre vu que j'ai un modèle 2D. Donc je ferme la parenthèse. Et là, il a compris que c'était des dB vu que je lui demande une grandeur avec L. Donc ça veut dire qu'il fait lui-même le calcul en dB. Undefined variable. Donc ça veut dire que ma grandeur d'évaluation, elle n'est pas correcte. Je vais regarder quelle grandeur il prend. Dans global, il peut prendre en compte que la pression extérieure. Donc la valeur, le champ lointain. Donc, je vais lui demander une valeur du champ lointain, une évaluation du champ lointain du coup. Je pensais que c'était possible de faire avec LPT, donc la pression totale en dB, mais apparemment c'était pas possible, donc je vais faire la pression diffractée en champ lointain. Voilà. Donc là je lui demande cette expression-là, donc pareil, je vais recopier. Et là je peux par exemple... Du coup, j'aurais pu mettre 1,5 comme tout à l'heure et 0, mais il faut savoir que cette grandeur-ci, qui est px, qu'on a définie ici, elle est correcte physiquement uniquement pour des points dans l'espace plus grands
que la surface à l'intégrale. Donc ici, on a défini une certaine surface, qui est celle-ci, une frontière. Et en fait, si je veux observer Px, donc la pression diffractée en champ lointain, elle sera correcte uniquement si je demande de l'évaluer plus loin que la frontière sélectionnée. J'ai déjà fait des tests. Si j'utilise Px pour évaluer quelque chose qui est dans le domaine fluide, donc à l'intérieur de la frontière, ça ne sera pas correct du tout, en lien avec la théorie qui ne rend pas ça possible. Et pareil, si j'évalue exactement sur la frontière, ça ne sera pas bon. Il faut que ce soit plus loin. Donc ici, dans mon spectre 2, où je vais observer Px, ça ne sera pas possible de l'évaluer, ça ne sera pas correct physiquement de l'évaluer pour un point qui se trouve dans le domaine. Donc je vais choisir un point plus loin que la frontière. Par exemple, 100 à 100 mètres. Donc ça sera un point ici, là-bas, mais à 100 mètres là-bas. Et donc si je vous demande de l'afficher, voilà. Ça c'est la pression diffractée en rétrodiffusion en dB à 100 mètres de la cible. C'est ce qu'on observe ici. Et c'est le spectre, du coup en fonction de la fréquence. Voilà pour les différentes possibilités d'affichage des résultats. Maintenant, je vais faire quand même un petit point sur le maillage. Donc là, depuis tout à l'heure, on a un maillage construit par COMSOL, par défaut, maillage contrôlé par la physique. C'est bien pour avoir une idée si on ne sait pas comment faire un maillage très correct, mais il faut savoir qu'il y a certaines règles à respecter. Par exemple, on peut personnaliser notre maillage. On peut faire, donc ce qui est correct d'utiliser, c'est la taille des mailles qui soit à lambda sur 6, lambda sur 8 minimum. Et après, on peut faire des mailles de plus en plus petites qui sera toujours de plus en plus précis, jusqu'à atteindre une convergence des résultats, à partir duquel on aura beau mailler plus, on aura le résultat au plus proche de la solution exacte, donc ça ne servira à rien de mailler encore plus. Pour ça, on peut choisir la taille des éléments maximale en disant par exemple lambda sur 6. Lambda, forcément, il ne le connaît pas encore, c'est pour ça que ça me met rouge. Où est-ce que je choisis de mettre lambda ? Je vais choisir dans paramètres. Comme ça, c'est paramètres. Là, j'aurais pas besoin de les changer à chaque fois. Lambda, je dis ce que c'est. Du coup, c'est C sur F. Avec F, du coup, la fréquence maximale, puisque ça va être la longueur d'onde la plus petite de notre étude. Quand on fait, par exemple, une étude, ici, on va faire une étude avec un vecteur. Donc, notre fréquence maximale, ça va être 1000 Hz. Pourquoi ? Parce que du coup, si j'ai un bon maillage pour la fréquence la plus élevée, ça va être aussi correct pour les fréquences les plus graves. Donc je vais mettre Fmax qui est 2000 Hz. Je précise bien l'unité pour pas qu'il y ait de confusion. Comme ça, là dans mon étude, j'ai plus qu'à mettre du coup maintenant ici Fmax, il comprendra. Comme ça, j'oublierai jamais de le rechanger et j'aurai plus qu'à changer mon Fmax directement dans les paramètres. C'est sur Fmax et il ne connaît pas C forcément. C, je vais mettre la vitesse de l'eau. Donc là, je mets fréquence maximale de l'étude. C'est la vitesse de l'eau. 10 secondes.
voilà. Maintenant, il a calculé lambda grâce au paramètre C que j'ai mis là, grâce au paramètre Fmax que j'ai mis là, et il sait directement que c'est une grandeur en mètres. Donc mon lambda, c'est 1,47 mètres si Fmax il vaut 1000 Hz. Maintenant, dans mon maillage, je peux demander lambda, il le connaît, il a compris ce que c'était, sur 6. Je lui demande pour, pas la géométrie entière, je lui ai demandé pour... je vais commencer de la cible ici. Donc je vais faire construire jusqu'à la sélection. Dit, this is no feature using these settings. Quelle est l'erreur? Ah oui, évidemment, j'ai compris mon erreur. Je vais pas préciser quelle forme je voulais. Donc là, je fais un clic droit et je demande des triangles libres. J'aime bien les triangles parce que ça nous permet d'avoir comment dire, une qualité des éléments au plus proche de 1. Une qualité d'élément, c'est quoi? Ça va être quand chaque dimension de la maille va se rapprocher l'une de l'autre. Par exemple, si on a un grand rectangle avec une grande longueur et une petite largeur, la qualité de l'élément sera très très mauvais. Mais si on a un cube avec ou un triangle équilatéral, la qualité de l'élément sera très bien parce que ça va être au plus proche d'une maille, d'une forme avec les dimensions de chaque côté au plus proche les unes des autres. Donc un triangle, moi j'aime bien. On peut prendre aussi des quadrangles, donc des mailles avec 4 côtés, ou il y a d'autres paramètres de forme que je vais vous expliquer un peu après. Donc là, hop, je lui demande un triangle libre. Je vais supprimer ça parce que du coup, il ne comprend pas c'est quoi la forme de l'élément. Et dans ce triangle libre, je vais lui imposer une taille. Donc là, je lui ai dit, dans le maillage, je veux une certaine forme. Je sélectionne. Que je veux mailler pour l'instant mon cylindre. Et là, je marque cylindre infini pour me rappeler que c'est le maillage du cylindre. Et j'impose une certaine taille qui est du coup la taille des éléments maximales qui est de lambda sur 6 par exemple. Et je fais construire. Et là, je vois que du coup, là, je vais avoir des mailles qui correspondent au maximum à lambda sur 6. Donc elles peuvent être plus petites, c'est pas de problème, ce sera plus précis. Au maximum, le plus grand triangle, sa dimension, ce sera de lambda sur 6. Si je fais lambda sur 8, on voit que c'est de plus en plus précis. Ce qui est important dans les petites géométries, c'est par exemple que l'onde elle puisse voir toujours un cercle. Parce que des fois, par exemple, ça va être... on va étudier des très basses fréquences. Et donc, admettons que mon lambda sur 6, ce soit, par exemple, cette taille de maille-là. C'est encore un peu trop gros. Zut. Eh bien, il faut faire attention à ce que la géométrie, elle soit toujours quand même quelque peu cylindrique, quoi. Du coup, des fois, respecter cette règle de lambda sur 6
ou lambda sur 8, elle va pas être tout le temps valable parce qu'il faut faire attention à ce qu'on ait au moins lambda sur 6 ou lambda sur 8 pour que ce soit à peu près correct comme solution, pour qu'on puisse voir assez de nœuds et de ventres, pour qu'on ait assez de précision. Mais il faut aussi que la géométrie, elle ressemble encore à la géométrie, la forme qu'on veut lui donner de base. Donc parfois, il va être important de monter en fréquence pour pouvoir respecter la forme de la géométrie. Enfin, de monter en fréquence, de monter en petitesse de taille de maille. Donc là, par exemple, je veux lambda sur 8 pour avoir une géométrie, alors on va dire lambda sur 10, pour avoir une géométrie où on voit quand même que l'onde elle puisse voir que c'est tout de même quelque chose d'un objet cylindrique. Pour pas que ça se transforme en cube, quoi, pour pas que ça déforme complètement la géométrie de base. Et maintenant, je vais faire encore d'autres. Du coup, je vais maintenant mailler mon domaine fluide. Du coup, je redemande des triangles libres, mais cette fois, je vais l'appliquer à mon domaine fluide. Ça. Et donc, en fait, je vais lui imposer une taille, mais cette fois-ci, comme c'est dans l'eau, je pense que c'est pas la peine de monter jusqu'à lambda sur 10. Je pense que lambda sur 6, ça sera assez pour l'étude qu'on est en train de faire en basse fréquence. Et du coup, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il va partir des mailles déjà faites à l'intérieur du cylindre pour garder la même géométrie. Et il va grandir de plus en plus les mailles pour qu'il y ait une continuité dans le maillage jusqu'à avoir du lambda sur 6. Par exemple, si je grossis le trait pour montrer, là on voit qu'il a effectivement gardé une continuité des nœuds du maillage jusqu'à grandir pour avoir lambda sur 4 où c'était finalement suffisant. Si je décide que c'est suffisant, on va dire lambda sur 6. Voilà. Pour ma PML, ce que j'aime faire pour mailler, c'est mailler une PML avec des formes géométriques de quadrangle. Donc, je choisis quadrangle. Donc tout le reste, oui c'est vrai, tout le reste, ça va être effectivement ce qui reste. Et là, je vais faire une distribution. Une distribution, c'est quoi? En fait, ça va prendre... la forme, les nœuds et les ventres, les nœuds des mailles imposés par lambda sur 6 de la géométrie fluide. Et comme ça, je vais pouvoir choisir le nombre d'éléments dans l'épaisseur de ma PML. Et c'est bien d'avoir, je pense, 6 ou 8 nœuds dans l'épaisseur de la PML pour toujours garder une atténuation assez suffisante. Après, ça dépend. Alors, ça n'a pas marché. J'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Et là, il faut que je lui dise que je vais faire une distribution suivant la profondeur de la PML. Voilà, là il a compris. Donc en fait, ce que je vais demander, c'est de partir des nœuds des mailles imposés par lambda sur 6 par le domaine fluide. Et ensuite, dans la profondeur, donc là c'est ce que je viens de sélectionner, dans la profondeur de ma PML, je vais demander 8 éléments. Ça aurait pu être 5, ça aurait pu être 40. Voilà. Mais je pense que 8 c'est bien. Comme ça a assez de calcul pour pouvoir s'atténuer dans la profondeur, que ce soit une bonne PML. Et il faut quand même que ce soit des rectangles qui s'approchent à un cube pour garder la qualité dont je vous expliquais tout à l'heure. Si c'est un rectangle très long avec une grande longueur et une faible largeur, ça sera un maillage
vraiment très inefficace. Il faut que ça s'approche au mieux d'un cube, d'une forme de maille dont la longueur et la largeur ou les côtés soient à peu près équilatérales ou à peu près cubiques, quoi, pour qu'il y ait une meilleure qualité possible. Donc là, 8, ça m'a l'air bien. On peut mettre 7, ça ressemble encore plus à un cube. Voilà, donc là pour moi, le maillage qu'on a, il est correct. Après, il faut faire effectivement varier la taille des mailles. On peut mettre des mailles de plus en plus fines et voir si le résultat physique des calculs qu'on en tire varie, beaucoup, pas beaucoup. Il faut faire un compromis ensuite entre ce qu'on veut perdre en termes de qualité et gagner en termes de temps de calcul, parce que plus du coup on va faire une étude fréquentielle élevée, plus les mailles seront plus petites, plus le domaine va être lourd en termes de ressources numériques, parce qu'il va être chargé de mailles. Quelque chose que je peux vous montrer. Donc en fait, il faut savoir que là, le maillage, c'est, on dit lambda sur 6, lambda sur 10, ou on impose un élément, mais la taille exacte d'une maille, on peut la visualiser en faisant, si je ne me trompe pas, afficher. En faisant afficher, on va avoir dans les résultats l'affichage du maillage et on peut voir exactement la taille des mailles. Donc en faisant affichage, on peut vraiment avoir la main sur notre maillage au mieux possible. Alors il y a plusieurs options. Par exemple, dans maillage, je peux par exemple lui demander d'afficher la qualité de mes éléments. C'est ce que je vous disais, plus c'est proche de 1, mieux c'est. Parce qu'il faut que les dimensions soient au plus proches les unes des autres. Donc là, je peux lui demander d'afficher la qualité des éléments. Je peux lui demander d'afficher plusieurs choses. La taille aussi. Alors, comment on fait? La taille. Donc là, je vois que dans ma PML, j'ai fait un maillage plus grossier et c'est normal parce que ce qui m'intéresse, c'est que le maillage soit fin au plus proche de la cible. Que ce soit grossier en combien c'est atténué, ça m'importe peu. Donc je me suis volontairement permise de faire un maillage plus grossier dans la PML. Et on le voit là sur la taille, que là c'est 0,3, donc c'est plus grand et que les mailles sont plus fines, plus proches de la cible. C'est ce que je voulais de toute manière. Et là c'est des tailles de mailles de 0,1 en rouge, donc c'est plus fin. On peut voir donc des choses de ce genre-là. Par exemple, haute qualité. Ça change rien de spécial. Et on peut choisir aussi de visualiser avec cette expression-là telle ou telle partie du maillage. C'est très pratique, notamment en 3D. Quand on veut visualiser par exemple que l'objet, on peut lui demander d'afficher les X positifs par exemple. Comme ça, on voit mieux en 3D, en coupe, le maillage, les mailles à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était un petit tips pour permettre d'avoir encore mieux la main sur le maillage, parce que là on lui impose en fait dans ça un maillage qui va tendre à réussir, mais on voit ils sont pas tous de la même taille les mailles, c'est normal puisqu'il faut qu'il y ait une continuité. Et donc grâce à cette option là, on peut vraiment se rendre compte de la qualité des éléments, de la taille réelle des objets, des mailles, parce que ça va pas être vraiment lambda sur 10.
ça va tendre vers lambda sur 10, mais des fois, il va faire un petit peu plus gros ou un petit peu plus petit pour pouvoir avoir une continuité. Donc c'est quelque chose d'important à savoir faire pour pouvoir dire après dans son article, c'est des mailles de lambda sur... en réalité, on va peut-être mettre lambda sur 10, mais en réalité, on va peut-être faire lambda sur 8, ou des choses comme ça. Voilà, je pense que... Ah oui, je voulais vous montrer qu'on peut faire une étude paramétrique. Donc, dans études, on va rajouter une autre étude. Donc, toujours chez section de projet, que j'ai pas encore enregistré. Ajouter une étude. Et là, je dis... par exemple, on va faire un domaine fréquentiel. Et donc, on va évaluer les fréquences. Et dans cette évaluation des fréquences, on va pouvoir faire une analyse paramétrique. On va faire varier un paramètre. Par exemple, on va faire une étude de convergence. On va faire varier lambda. Oui, on va faire varier lambda. Du coup, dans le maillage... Alors, comment je vais m'organiser? On va faire maille. Et on va créer un lambda sur critère. Et le critère, on va mettre 6. Est-ce que ça marche? Oui, il a compris. Donc là, ça va être la taille de notre maille qu'on va mettre ici pour qu'il comprenne. Ça va être le paramètre qu'on va faire varier. Maille. Oui, c'est ça. Maille. Et du coup, maille, il dépend de critères. Et ces critères-là, on va le faire varier pour voir à lambda sur combien on a une bonne convergence des résultats. Donc dans mon étude 2, l'étude paramétrique, je vais faire par exemple à Fmax. Comme ça, je ne me trompe pas. Je sais que j'ai un Fmax déjà enregistré dans mes paramètres qui dépend de mon lambda, qui dépend de mon critère. Et donc dans paramètres, je vais faire varier en fait critères. Je ne vais pas faire varier lambda, je vais faire varier critères. Comme ça va faire varier lambda sur 6, lambda sur 8, etc. Et donc là, je peux lui dire de commencer mon critère par exemple à 3, de faire papa de 1 en 1 et de terminer mon critère par exemple à lambda sur 15. Donc là, on va faire varier un paramètre. Il va faire l'étude pour différents cas de crit. Et ce crit, il est du coup dans maille. Donc ça va faire varier mon maillage. Il va recalculer à chaque fois mon maillage. Et dans maille, on voit bien qu'il y a lambda sur crit. Donc normalement, c'est bon. Donc étude 2, étude paramétrique. Voilà. Et donc maintenant, si je vais calculer... Voilà. Donc là, ça fait 12 calculs différents pour Fmax. Donc on a fixé la fréquence et on a fait varier un paramètre. Mais il est très bien possible de... Je vais fermer ça pour gagner de la place. Il est très bien possible de faire et varier ce paramètre et faire un vecteur ici. Auquel cas, on aura pour chaque paramètre de crit une étude de spectre fréquentiel. Mais là, pour gagner du temps, j'ai juste fixé à Fmax. Donc, on voit donc dans nos affichages qu'on a fait juste avant dans résultats que maintenant, si on choisit ici jeu de données, on a maintenant solution paramétrique. Et dans solution paramétrique, on peut voir qu'on peut choisir crit et qu'on peut choisir frec. Donc les critères, si on regarde à partir de la liste, on a effectivement de 3 à 15. Et dans la fréquence, on a effectivement notre Fmax qui était de 1000 Hz. Donc si je demande d'afficher pour 1000 Hz tous les crits, ça m'affiche voilà, ça m'affiche du coup tous mes résultats.
Bon, là, c'était pas très malin de le faire sur cette représentation de résultat-là, puisque je n'ai plus qu'une seule fréquence, donc je ne peux plus avoir une courbe, puisque là, je n'ai pas fait le calcul pour ces fréquences-là, et ces fréquences-là, j'ai fait juste pour 1000 Hz. Mais admettons, sur mon diagramme polaire, j'ai choisi étude paramétrique. Donc pour 1000 Hz, il va m'afficher le diagramme de diffusion, de diffraction de la pression en champ lointain, pour mon différent maillage. Et on peut voir qu'il y a quelques différences. Donc là, on peut imaginer, alors je peux afficher la légende, puisque tout est possible. Il faut juste que je trouve l'option. Légende, afficher les légendes. Hop, comme ça je vois clairement ce qu'on regarde. Donc là, le critère égale 3, c'est la courbe bleue. C'est le résultat le moins proche. Et là, on voit que ça tend, ça converge vers un résultat exact. Plus on affine le maillage, et plus ça converge vers cette courbe-là. Est-ce que je peux... Hop. Voilà, on peut voir ici. Et donc on peut voir que critère égal 3, c'était vraiment pas suffisant. Mais que là, ça tend à converger vers ici. Donc on peut se dire, pour notre représentation de résultat, là, que ça suffit, par exemple, 8, ça a l'air suffisant. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc en conclusion, on a fait une étude à l'aide de la physique, de la pression acoustique et d'un matériau élastique. On a défini les matériaux dans la section matériaux. On n'a pas oublié de faire une multiphysique pour faire une frontière entre l'acoustique et la structure. Après avoir défini la géométrie, on a pu faire un maillage sur mesure pour avoir les mailles qui nous convenaient le mieux, où on a fait des mailles plus grossières dans la PML pour gagner du temps de calcul. Au moyen de cette géométrie et de ce maillage défini par l'utilisateur, on a pu faire une étude fréquentielle et on a pu aussi faire une étude paramétrique. Alors il est aussi possible de faire varier plein d'autres paramètres, par exemple une géométrie, un rayon plus ou moins grand, un domaine plus ou moins grand. Une fréquence, une fréquence c'est domaine fréquentiel du coup, avec un vecteur. On peut afficher des résultats spectralement en fonction de la fréquence, comme ici. Ou bien en fixant la fréquence, mais en observant en fonction d'une géométrie particulière. On a pu observer 3 grandeurs différentes, la pression ambiante, qui est l'onde plane, la pression totale ou la pression diffractée. La pression diffractée, elle est possible de l'observer en champ proche avec PS, par exemple sur une cartographie, ou bien en champ lointain avec un diagramme de rayonnement à travers la variable Pxt. Ici. Et ensuite, on peut exporter ces résultats. Par exemple, si on veut avoir les résultats ici, on va prendre par exemple celui-là, on peut faire ajouter l'image export, copier le code, plus de graphique. C'est dans export. Affichage. Voilà. Donc là, je choisis ce que je veux exporter. Donc je vais exporter ce graphe. Donc là, c'est la grande section, c'est celle-ci. Ici, c'est la petite section, c'est celle-ci. Par exemple, on peut avoir plusieurs courbes sur un seul graphique. Bon, là, j'ai affiché qu'une seule courbe, mais du coup, j'ai pas trop de choix, j'ai qu'une seule courbe. Voilà, donc en fichier TXT pour, par exemple, les traiter en MATLAB ou en Python. On choisit dans l'ordinateur où est-ce qu'on veut les enregistrer. Et ensuite, on n'oublie pas
de faire exporter. Et en faisant exporter, ça va s'enregistrer sur l'ordinateur. Voilà, maintenant c'est enregistré sur mon ordinateur, je peux le retrouver dans mon fichier que je viens de choisir. Et du coup, après, j'aurai le format TXT et je pourrais traiter en console, en MATLAB. Je pourrais faire varier, mettre en absolu ou en réel ou je pourrais faire du post-traitement. Voilà.